En manchette ce soir, Amos se souvient de la tuerie de Polytechnique en 1989. Une marche qui clôture les 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Pour nous, c'est important de faire cette marche-là pour clôturer la campagne de sensibilisation, mais aussi pour montrer aux gens que la violence, elle existe encore. Un plan pour éviter l'exode du Vieux-Noranda. C'est quelque chose qui était déjà présent et souhaité par 75 % des personnes qu'on a consultées et qui étaient prêtes à s'impliquer déjà. Et explosion des demandes d'aide pour les personnes expulsées de leur logement. Il y a une grande vulnérabilité là, à cause du manque de logement, puis ça amène aussi des peurs, des craintes. Bonsoir et bienvenue parmi nous. C'est aujourd'hui que se clôturent les 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Et pour l'occasion, une marche des Alliés a eu lieu au centre-ville d'Amos aujourd'hui pour rendre hommage aux 14 femmes assassinées à Polytechnique de Montréal le 6 décembre 1989, qu'Emilia Laliberté était sur place. Je souhaite que lorsqu'on va se rencontrer en ville la prochaine fois, je veux pas que vous vous rappeliez que je suis une victime de violence conjugale, mais une survivante. Elles étaient près d'une soixantaine à marcher contre la violence faite aux femmes mercredi après-midi dans les rues d'Amos. 34 ans jour pour jour après la tuerie de 14 femmes à Polytechnique Montréal, le devoir de commémoration se fait toujours autant ressentir. Pour nous, c'est important de faire cette marche-là pour clôturer la campagne de sensibilisation, mais aussi pour montrer aux gens que la violence, elle existe encore. C'était aussi l'occasion de rappeler les nombreux services d'aide qui sont offerts aux femmes de la région. Il y a de l'espoir. Hein, c'est pas parce que vous vivez ça aujourd'hui puis que c'est un moment difficile que ça va toujours rester difficile. Osez demander de l'aide, que ce soit à nous, à la Maison Micana, que ce soit au Calax ou à n'importe quelle autre ressource. C'est vraiment des places où est-ce qu'on vous accueille à bras ouverts, sans jugement, on respecte votre rythme. Vous n'avez pas besoin d'avoir dénoncé ou de vouloir dénoncer la situation. Donc, juste venir jaser, vous libérer de ce fardeau-là qui vous pèse. Il y a 5 ans, la ville d'Amos a d'ailleurs voté une résolution pour devenir alliée contre la violence conjugale. Mais à la Maison Micana, où des services d'aide et d'hébergement sont offerts aux femmes et aux enfants, les demandes d'aide ne cessent d'augmenter. À la Maison Micana, on a 7 chambres en fait, pour accueillir 7 femmes ou familles à la maison. Et je vous dirais, depuis l'été, nos 7 chambres sont toujours prises. Depuis 2 ans, on voit une augmentation dans nos services, notamment dans nos services externes. Mais comme l'affirme Sophie Bastien, il existe une panoplie de façons de tendre la main aux femmes dans le besoin. Quand on parle de respecter les choix de la victime, on aimerait donc bien ça que la personne sorte de la relation, mais c'est pas toujours aussi facile que ça de le faire. On parle aussi de ne pas jouer à l'enquêteur. Hein. Ça, c'est le travail des policiers. Donc, c'est pas à vous, comme proche ou comme témoin, d'aller creuser pour savoir tout en détail. Hein. On doit respecter le rythme de la victime aussi. Dans cette lutte à la violence faite aux femmes, l'enjeu des maisons d'hébergement de deuxième étape demeure à surveiller. Rappelons que plus tôt cette semaine, l'inaction gouvernementale qui menace près de 200 places en maisons d'hébergement a largement été critiquée par des organismes œuvrant auprès des femmes. Emilia Laliberté, RNC Nouvelles, à Amos. D'ailleurs, comme à Val-d'Or, une zone de rencontre neutre a été inaugurée aujourd'hui par la ville de Rouyn-Noranda. Cet espace de 2 stationnements de la place de la citoyenneté de la coopération est clairement identifié et surveillé par une caméra de surveillance afin de faire des échanges en toute sécurité. Cette initiative vise surtout les gens ayant la garde partagée d'un enfant ou encore pour un cas de vente et d'achat en ligne. Le stationnement est limité de 10 minutes et aucune autorisation ou réservation n'est requise. C'est parti de discussions avec la Sûreté du Québec et par la suite, il y a eu aussi la demande de l'organisme Alternative pour elle. Alors, mais on travaillait sur le dossier depuis un petit bout. Et c'est aujourd'hui que ça se concrétise. On est bien heureux. On invite les gens à l'utiliser. C'était un besoin qui était évoqué par les femmes à qui on vient en aide. Ça s'est implanté là, à travers le Québec, des zones de rencontres neutres comme ça. Alors, ça peut être vraiment une source de sécurité supplémentaire. Il y a des preuves. Hein? Il y a quelque chose qui est filmé. Alors, il y aurait probablement une enquête qui serait déclenchée par la Sûreté du Québec. Et on reste à Rouyn-Noranda puisque les membres du comité du Vieux-Noranda souhaitent vitaliser leur quartier, mais aussi inciter les résidents de la future zone tampon près de la fonderie Horn à y rester. Le comité dévoilait aujourd'hui son plan qui a notamment pour but d'attirer des commerces dans le quartier. Johan Carrière. Plus de commerce, davantage d'espaces verts et un quartier animé. Voici ce qu'entrevoit le comité du Vieux-Noranda dans son plan de vitalisation du secteur.
Un plan qui se décline en 3 axes ayant chacun le même objectif global, soit faire du Vieux-Noranda un quartier dont les citoyens peuvent être fiers. Ce projet-là, cette démarche-là, toute la planification stratégique, puis aussi toute la question de la consultation, ça s'est fait avant, en bonne partie avant aussi les événements d'aujourd'hui. Alors, c'est quelque chose qui était déjà présent puis souhaité par 75% des personnes qu'on a consultées puis qui étaient prêtes à s'impliquer déjà. C'est juste qu'on n'a pas pu le révéler en cause des événements qu'on connaît, et c'était beaucoup plus sage. Le comité souhaite également utiliser ce plan pour inciter les citoyens qui demeurent dans ce qui deviendra la zone tampon de la fonderie Horn à ne pas abandonner le Vieux-Noranda. La Ville considère que le fait qu'il s'agisse d'une initiative citoyenne ne fait qu'ajouter du poids à l'importance de ce projet. On veut que les gens viennent à notre rencontre, on veut être dynamique, sur le plan économique, être fort. On veut vivre ici. Je pense que plusieurs personnes, même de la zone tampon, souhaitent demeurer ici. Fait qu'on va travailler pour se créer l'espace qu'on a besoin et puis pour continuer et puis faire en sorte que personne n'est mourant dans le Vieux-Noranda, mais vraiment pas. Rouyn-Noranda n'est pas la seule ville de l'Abitibi-Témiscamingue à avoir présenté ou entamé des travaux de revitalisation dans la dernière année. Le conseiller municipal Réal Beauchamp estime que c'est une manière pour les différentes municipalités de la région d'aider celles-ci à faire parler d'elles pour autre chose que la qualité de l'air. Plus que jamais, on a le goût, effectivement, de prendre notre place sur le plan provincial pour débâtir peut-être un peu des images conçues ou préconçues. On a décrit une situation, mais cette situation-là n'est pas la ville de Rouyn-Noranda. On est plus qu'une situation que la fonderie Horn ou que cet élément-là. Yoann Carrière, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. D'ailleurs, toujours dans le même dossier, bien qu'aucun bâtiment ne soit encore érigé sur les lieux du projet de modernisation de la fonderie Horn à Aéris, l'entreprise assure avancer dans ses étapes de réalisation et elle planifie au même moment d'autres projets pour améliorer les installations. Alexandre Cabana. Le déplacement de la ligne d'acide, longue de plus d'1 kilomètre, est débuté sur le chantier du projet de modernisation de la fonderie Horn à Aéris. Il s'agit d'une opération délicate afin de permettre l'installation de la technologie. C'est carrément un flanc de montagne qui sera ajouté à côté de la bâtisse actuelle. 385 000 mètres cubes de travaux civils sont nécessaires, soit l'équivalent d'un stade olympique au complet. Essentiellement, c'est des travaux qui visent, on a par exemple, une ligne d'acide, parce qu'on a d'un côté de l'usine, on a l'usine d'acide. Tout ce qui est les étapes de chargement et d'entreposage de l'acide sont à l'autre côté de l'usine. Donc, on a un tuyau, un pipeline double pour venir permettre ce transport-là de façon sécuritaire. Maintenant, étant donné que ça se retrouve dans l'empreinte où est-ce qu'Aéris doit être construit, on doit le tasser, le délocaliser sur une certaine portion. Donc, ces travaux-là sont en cours justement pour permettre de débuter et d'amorcer la construction des bâtiments principaux dès 2024. La fonderie Horn compte sur l'expertise de plusieurs entrepreneurs et acteurs locaux dans l'avancement du projet Aéris. L'expertise existe localement. Toutes sortes d'avantages aussi à faire affaire avec les entrepreneurs locaux. Connaissent nos opérations, connaissent nos pratiques également. Donc, de ce côté-là, ça va très, très bien. C'est le succès du projet Velox, le petit frère d'Aéris, qui assure la capacité d'enfermer les gaz et de les traiter sans qu'il n'y ait pratiquement aucune fuite. On parle d'atteindre le 15 nanogrammes suite à la modernisation de la fonderie. Donc, ce qu'Aéris vient permettre, c'est d'éliminer tout ce qui est émissions provenant du secteur de fonderie, donc les gaz qui se retrouvent dans le bâtiment vers l'extérieur. Là, avec un très gros dépoussiéreur qui fait partie du projet Aéris, on vient capter l'ensemble des gaz du secteur de la fonderie. Puis avec tous les travaux de modélisation qui ont été faits, on est en mesure de confirmer qu'on va atteindre les cibles attendues. C'est un véritable coup de barre pour la fonderie Horn qui planche déjà sur d'autres projets d'envergure pour améliorer ses procédés et ses installations dans les prochaines années. Il y a eu plusieurs ajouts. La fonderie Horn est en opération depuis près de 100 ans maintenant, donc plusieurs générations. Le projet Aéris nous propulse vraiment vers une nouvelle ère pour la fonderie. La prochaine phase du projet Aéris, les travaux de fondation, est prévue avant l'été prochain, afin de terminer le projet d'ici 2027. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda.
Comme présenté dans un premier reportage, le nombre de dossiers d'expulsion a drastiquement augmenté au courant des dernières années dans la région. Et au cœur de la crise du logement, est-ce que les citoyens de la région trouvent les ressources nécessaires pour les aider à survivre à cette situation peu évidente? Anthony Dallaire. Les demandes d'aide en raison de perte de logement explosent dans la région. Candide Beauvais, qui travaille à la municipalité de Rouyn-Noranda, témoigne. La situation, elle est préoccupante. Là, on a par le passé dénoté environ 5 à 10 à 12 contrats d'entreposage par année. Cette année, en 2023, l'année n'est pas terminée et on a 22 contrats d'entreposage de signés jusqu'à maintenant. Rouyn-Noranda est l'une des seules municipalités à offrir le service d'entreposage dans la région et les causes de cet entreposage sont souvent la pénurie de logements, la hausse abusive et les rénovictions. Ça amène aussi des peurs, des craintes. Là. Des peurs qui s'expriment aussi par une augmentation des demandes d'aide psychologique, sans parler explicitement de stress en lien avec la perte de logement. Les intervenants de la ligne Info Sociale au CISAT se disent de plus en plus sollicités pour des situations de détresse comme lors d'une expulsion. C'est vraiment de répondre à des gens qui ont une détresse psychologique, un besoin psychosocial ou des difficultés ou des problèmes de santé mentale. Et effectivement, on voit que les gens vivent de plus en plus de détresse. Là. Lorsqu'il est question de logement, le manque de connaissances juridiques apporte son lot de défis et vient accentuer, selon Marc-André Larose, le nombre de personnes sans résidence. Quand on ne connaît pas exactement les droits, on peut penser qu'on est dans le tort. Parfois, on va accepter des choses qu'on ne devrait pas de la part du propriétaire parce qu'on se dit « Ah, mais là, je peux pas avoir de trouble avec parce que si me sac dehors, j'en trouverai pas, je me ramasse à la rue. » Avec un taux d'inoccupation particulièrement bas dans la région, soit de 0,7 à Amos, de 0,8 à Rouyn-Noranda et 1,7 à Val-d'Or, il est très difficile de se reloger. La locate demande donc un resserrement des lois en matière d'expulsion et un gel des prix des loyers pour éviter des hausses abusives. L'association mise également sur de l'éducation populaire. Commencer un peu par la base, le droit au maintien dans le logement. C'est quoi les délais pour les évictions, les reprises de logement? C'est quoi les causes qu'un propriétaire peut invoquer pour faire ces reprises de logement-là? La Ville de Rouyn-Noranda prend au sérieux la situation. Nous, on est en contact avec les organismes communautaires. On est également en contact avec l'Office municipal d'habitation qui, elle, a un service d'aide à la recherche de logement depuis le mois de mai dernier. Il faut connaître les ressources qui sont mises à notre disposition. Donc, je pense qu'on a tous et chacun le devoir de transmettre ces informations-là aux personnes qui en ont besoin. Donc, ça, c'est le point de départ. Anthony Dallaire pour RNC Nouvelles. Un financement de 550 000 $ a été accordé par le gouvernement du Québec pour favoriser l'attractivité en Abitibi-Témiscamingue. C'est ce qui a été annoncé aujourd'hui par le ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, Jean Boulet, à Montréal. Et cette contribution va entre autres améliorer les capacités d'accueil, d'intégration et d'enracinement de nouveaux arrivants. Ce projet d'une valeur de 2,9 millions de $ va permettre également de soutenir financièrement des initiatives régionales pour attirer des personnes. Sur un autre sujet, les villes de Rouyn-Noranda et Val-d'Or annoncent leur horaire de gratuité de stationnement durant le temps des fêtes. D'abord, à Rouyn-Noranda, du 11 au 31 décembre, les stationnements contrôlés par parcomètre et horodateurs sont gratuits du lundi au vendredi, et ce à partir de 16h et gratuits tous les samedis. Les stationnements seront aussi gratuits les jours fériés, soit les 25-26 décembre, ainsi que le 1er, mais aussi le 2 janvier. Et pour Val-d'Or, la gratuité en semaine à partir de 16h s'applique du 11 au 22 décembre inclusivement. Puis la gratuité s'appliquera en tout temps du 23 décembre au 3 janvier 2024. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait, allez-vous encourager les commerces locaux pendant la période des fêtes? Vous avez répondu oui à 77%. Les jeunes agriculteurs québécois souhaitent se doter d'un fonds de pension pour assurer leur avenir et celui de la profession. Ils étaient réunis à Québec pour la 99e Assemblée générale annuelle de l'Union des producteurs agricoles, Yvon Moreau. Cette année, ce que vous faites, c'est d'ajouter des demandes. Non seulement c'est quoi leurs défis et leurs enjeux, mais au sein de notre plateforme, on amène aussi des solutions. Parce que souvent, ce qu'on se fait demander par le gouvernement, c'est... on va dire, vous chialez beaucoup, avez-vous des solutions à nous proposer? Ben, nous, on a pris ça très au sérieux. Puis quand on a créé la plateforme, on s'est dit,
voici le problème, voici l'enjeu, voici les solutions auxquelles on a pensé. L'agriculture, quand tu as une entreprise agricole, c'est ton fonds de retraite. Il n'existe pas de fonds de retraite pour les agriculteurs, c'est la vente de leur entreprise, le fruit de leur travail, là, de toutes ces années de travail, qui est leur retraite. Donc, on aimerait avoir un fonds de retraite comme plusieurs autres corps de métier. Plusieurs métiers dans la société ont des fonds de retraite pour voir si ça pourrait aider les jeunes à s'établir en agriculture parce que ça permettrait aux agriculteurs, aux cédants, à avoir un fonds. C'est sûr que c'est pas une solution qui peut être implantée et qui va avoir un impact immédiat, mais à long terme. Puis on parle aussi de spéculation parce que justement, la terre, c'est du moins pour la relève agricole, puisque nous, on représente à la relève agricole toutes les productions. On essaie d'englober toutes les productions. On n'est pas spécialisé seulement dans les productions traditionnelles. On a aussi des productions émergentes, des jeunes de production émergente. Puis le défi commun qu'on a tous, c'est vraiment les terres agricoles. Donc, comment est-ce qu'on pourrait protéger la terre agricole, aller chercher les cultures qui sont la mise en culture de terres en friche. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a déjà parlé au sein de la relève agricole, puis au sein de l'Abitibi-Témiscamingue, la mise en culture des terres en friche, c'est quelque chose que nous, on cogne beaucoup sur le clou en Abitibi-Témiscamingue, puisqu'il existe des subventions pour reboiser les terres, mais aucune pour la cultiver, la remettre en friche. Des terres qui n'ont, on va se dire en Abitibi, même pas 100 ans, qui ont été défrichées par les grands-parents, qui sont rendus souvent juste à la 3e génération, 4e, si on est chanceux. Donc, c'est des mécanismes de même qu'on pense qu'on a rajouté à la plateforme, qu'on espère que les gens vont pouvoir en prendre compte, les gouvernements vont pouvoir en prendre considération. C'est les relèves qui payent la retraite des cédants. Présentement, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis, comme je vais le répéter encore parce que je pense pas qu'il y a de méchants dans l'histoire, je pense que tout le monde va avoir leur dû, mais ça l'aiderait probablement la relève, le fait que un régime de retraite soit mis, ça l'allégerait la lourdeur fiscale de toute, la lourdeur d'aller chercher des prêts, surtout dans la situation actuelle avec les taux d'intérêt qui sont très hauts. C'est très difficile pour les relèves agricoles d'avoir accès à du capital. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. C'est hier à Amos qu'a eu lieu le lancement du livre 365 jours de peine d'amour de l'Amosois Michael Bédard. Ça s'est passé devant une cinquantaine de personnes. Plus de détails après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le marché Noël de Matagami a réuni 14 exposants le samedi 25 novembre dernier au centre de la vie active. Les visiteurs ont pu apprécier la diversité et la qualité des produits offerts, allant de l'alimentaire à l'artisanat, en passant par l'art visuel et autres. Plus de 150 personnes ont profité de l'occasion pour échanger, découvrir les talents locaux et encourager nos artisans dans une ambiance festive et chaleureuse. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Espérée depuis longtemps par les festivaliers d'Osisco en Lumière, la superstar internationale Bryan Adams sera à Rouyn-Noranda l'été prochain. C'est l'artiste lui-même qui l'a confirmé au Journal de Montréal en entrevue. L'homme de 64 ans, qui a fait carrière depuis plus de 40 ans, doit débarquer dans une tournée de 6 concerts au Québec, dont le 9 août à Rouyn-Noranda. Bien que confirmé à d'autres médias, la direction d'Osisco en Lumière refuse de nous le confirmer en indiquant que des communiqués de presse suivront prochainement. Et c'est hier à Amos, devant une cinquantaine de personnes, qu'avait lieu le lancement du livre 365 jours de peine d'amour de l'Amosois Michael Bédard, qui est décédé dans un accident de la route en 2020. Rencontre avec la mère et la sœur de l'auteur qui ont contribué à la finalisation et la sortie de l'œuvre posthume. Dans le fond, il écrivait tous les jours sur sa vie en général, sur ses défaites, ses défaites amoureuses aussi. Comme il a parlé aussi du bon, il a parlé de ma mère, il a parlé de moi, il a parlé de mon père aussi. Fait que, tu sais, une fois que le blog a été fait, il a décidé de le retirer de l'Internet et de travailler pendant 1 an dessus
afin de pouvoir un jour le sortir en livre. Mais c'était son bébé. Il tenait vraiment, il a travaillé 2 ans pour ce livre-là. Puis il a une belle écriture, il est un virtuose des mots, il joue avec les mots, il est super bon, il était super bon en français. Fait que quand il est décédé le 13 octobre 2020, on a déjà commencé à penser de le faire. Sauf que la première année, c'était difficile, là, on pouvait pas... Puis après ça, il y a de ses amis. Le devanture, c'est Roxane Brousseau qui l'avait fait, puis elle l'avait fait, Michael l'avait déjà vu. Fait qu'on a repris exactement la même chose. Puis elle a fait la préface, les remerciements, l'endos du livre. Mon défi, ça a été d'écrire ce que mon frère n'avait pas eu le temps d'écrire. Parce que côté écriture, j'ai toujours été un peu dans l'ombre à mon frère parce qu'il a tout le temps été plus doué de ces choses-là. Puis j'avais peur de ne pas être à la hauteur de ses mots. Mais finalement, quand j'ai vu le résultat, quand on l'écrit à la main versus quand ça se représente dans un livre, tu vois la différence. Je me fait OK, non, mon frère, il doit être fier de ce que j'ai écrit. Une chance qu'on était avec plein de gens. On a remercié plein de gens, dont sa blonde hier, Roxane Lavoie. Elle a toujours été un peu sa muse, elle l'a encouragé parce qu'à tous les jours, à 6 heures, il était assis en avant de son ordinateur puis il écrivait. Puis c'est un gars qui a une technique en communication, un bac en théâtre. Il a fait beaucoup d'improvisation. Il est connu ici en région. Il a fait le cabaret des mots avec Samuel La Rochelle. Fait que, c'est important pour nous. Les Foreurs de Val-d'Or étaient censés être en action ce soir contre les Tigres de Victoriaville, mais la rencontre a été reportée. On vous dit pourquoi après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Les Foreurs de Val-d'Or ont annoncé plus tôt aujourd'hui que le match prévu ce soir contre les Tigres de Victoriaville est finalement annulé, et ce en raison d'un virus qui court chez l'équipe adverse. La rencontre est remise au 24 janvier prochain. La météo, une présentation de Nicole Auto de Lassar. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de Lassar, capitale régionale du pick-up. À la météo, le froid va continuer de bien s'installer dans la région. On s'attend ce soir et cette nuit à des nuages. Au Témiscamingue, on devrait avoir de la faible neige débutant vers minuit. Et côté température, va faire un minimum entre -19 et -14 degrés avec un refroidissement éolien allant jusqu'à -26. Pour demain, des nuages en Abitibi avec un 40% de probabilité de faible neige. Au sud, on aura de la faible neige aussi. Il devrait faire un maximum autour de -5 degrés. Et le petit aperçu de vendredi, eh bien, c'est encore des nuages sur tous les secteurs avec un maximum entre -1 et +1. Avant de se quitter, une délégation de la région était présente les 29 et 30 novembre dernier à l'Assemblée des MRC du Québec tenue par la Fédération québécoise des municipalités. Elle a demandé un plan de relance pour accélérer les travaux routiers. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle soirée et à demain.